la première fois de ma vie où j'ai ouvert mon compte en banque et où j'ai vu que mes loyers avaient été payés, que j'ai payé mon crédit, que j'ai payé mes charges de copropriété et qu'il me reste 300 € de rab, ah bah là, il y a un câble qui se branche dans le cerveau. Tu te dis putain, mais en fait, être rentier, ça existe. Parce qu'un mec qui fait ça 10 fois, il est rentier. Tu vois ce que je veux dire? Un mec qui fait ça 10 fois, il vit à Bali, il vit aux États-Unis, au Canada, n'importe où il veut et il vit à 100% de ça. Et tout ce qu'on voit sur YouTube, le jour-là, je me suis dit putain, mais c'est pas du bullshit en fait. C'est vraiment possible. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Mindflow. Donc aujourd'hui, je suis super content d'accueillir donc Timothée Moirou dans ce nouvel épisode du podcast. Donc ravi d'être là aussi. Donc dans le cadre de cet épisode, on va aborder plein de sujets qui n'ont pas encore été abordés dans le podcast, notamment concernant l'investissement, l'entrepreneuriat quand on est jeune, les études aussi, les études de médecine. Et puis écoutez, n'hésitez pas à liker à suivre sur les réseaux sociaux, à nous suivre sur les différents réseaux sociaux de Timothée et les réseaux sociaux du podcast. C'est parti pour le nouvel épisode. Nickel. Voilà. Salut Timothée, comment ça va? Ça va, super. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. Avec grand plaisir. Pas très loin. Donc, c'est vrai que c'est pas très loin. Je vais profiter de venir de Dijon pour aller jusqu'à Châlons. C'est pas très loin, mais c'est super cool. Donc merci à toi aussi de m'accueillir. Pas de souci. Donc pour commencer, j'aime bien toujours poser cette petite question. C'est quoi le dernier truc que tu as appris récemment? Donc là, la dernière, ça pourrait être hier ou la semaine dernière, et qui t'a marqué? Ou quelque chose sur lequel tu as changé d'avis, où tu t'es dit ah ouais non, en fait je pense plus du tout comme ça. J'ai un truc que j'ai appris aujourd'hui qui est bien triste en fait. Je dirais que j'ai appris ou compris aujourd'hui que le vice de la nature humaine n'a aucune limite. C'est-à-dire que si tu veux, moi j'ai été éduqué dans une famille où tout va bien, grosso modo. J'ai jamais eu de soucis d'argent, j'ai jamais eu de soucis de famille, jamais de tabou, de choses comme ça. Et du coup, j'ai jamais, je pense, étant jeune, été confronté à des gens méchants. Et c'est un truc qui m'a marqué d'ailleurs dans le cadre de mes études de médecine, parce que j'ai découvert que les gens méchants, ça existait. Profondément méchants? Profondément méchants, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui sont égoïstes, narcissiques, méchants, qui veulent faire de la méchanceté, probablement parce qu'ils sont malheureux, ça je dis pas. Mais parfois, moi j'ai toujours pensé que les méchants ça existait que dans les films, tu vois, que les gens qui se plantent un couteau dans le dos, qui sont malhonnêtes, qui sont fourbes, qui sont obsédés par l'argent, tout ça. Moi je me suis dit non, mais ça existe surtout dans les séries américaines. Et en fait, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai encore une personne, entre guillemets, qui a essayé grosso modo de me planter un couteau dans le dos sur un deal immobilier. Ok. Une personne qui a essayé de me vendre d'autres deals immobiliers, une personne avec qui j'ai été plutôt honnête, sympathique, etc. Mais qui n'a pas hésité pour 10 000 € à dire des saloperies sur moi. D'accord. Et l'histoire a été gérée juste avant que tu arrives au cabinet, donc tu vois, c'est tout récent. Et je me suis vraiment dit, en plus, cette personne a eu des propos vraiment déplacés par rapport à un projet sur lequel je travaille, sur une résidence pour personnes handicapées. D'accord. Des propos méchants et déplacés, et moi j'ai horreur qu'on fasse des propos sur des gens qui n'ont pas eu de chance dans la vie. Je trouve que d'avoir de la chance dans la vie, c'est justement une grande vertu, et il faut, je pense, avoir énormément de respect et de dignité par rapport à ça, mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas d'une personne qui naît avec une jambe en moins, avec un organe en moins, avec une déficience intellectuelle, qu'elle soit légère ou lourde. Et du coup, quand quelqu'un a des propos déplacés par rapport à ça, ça me met hors de moi. Et ça t'a vraiment surpris à quel point justement ça pouvait être... Vraiment. Et sincère du coup en plus dans la... Ouais, c'est-à-dire que vraiment le mec s'est dit, bon lui, c'est un mec cool, je vais le baiser et j'ai aucun état d'âme. Ok. Et c'est-à-dire que moi, j'ai un énorme défaut, c'est que j'ai tendance parfois à vivre un peu trop dans le monde des bisounours. D'accord. Où je pense que tout le monde est gentil, que tout le monde est bien intentionné. Parce que moi, le premier, en fait, je comprends pas comment on puisse faire ce genre de choses, ce genre de manigance. Malgré que ce soit monnaie courante dans le monde des affaires, c'est vrai que c'est quelque chose auquel moi je suis toujours éloigné, parce que dans l'immobilier, on a la chance d'être confronté à des affaires où on est seul. On a peu de collaborateurs ou pas beaucoup de collaborateurs. On n'a pas ce système de management là dans les boîtes où tu vois tout le monde se tire un peu dans les pattes parce que tout le monde veut la promotion, tout ça. Moi, c'est un truc en études de médecine j'ai jamais connu, quasiment. Et le fait de le découvrir de plus en plus, notamment grâce à ma présence sur les réseaux sociaux, c'est vrai que pour moi, c'est un vrai apprentissage, et c'est un truc que j'ai encore plus compris aujourd'hui avec cette histoire qui est toute récente, quoi.
C'est fou, c'est Ouais. fou. Ouais, c'est assez incroyable. Et du coup, pour revenir un peu sur le sujet, est-ce que tu peux te présenter? Tu as abordé déjà 2-3 petits points au niveau de la médecine, l'immobilier, et présente-toi comme tu le souhaites. Yes. Alors, moi, j'ai une vie qui est bien remplie, on va dire, en trois points. D'accord. Le premier qui est le plus important pour moi, c'est que je suis fiancé, bientôt papa, une vie Félicitations. de famille. Merci beaucoup, c'est gentil. Donc, une petite fille qui arrive bientôt. Donc, c'est ce qui m'occupe une grande partie de ma vie. La deuxième partie de ma vie, je suis interne en médecine. J'arrive bientôt en fin de 7e année de médecine, donc interne en médecine générale. Et donc je travaille dans différents lieux de stage en fait où on tourne régulièrement. Et dernière partie de ma vie, je dirige un fonds d'investissement immobilier qui est familial, que j'ai fondé avec mon papa et qui aujourd'hui on se développe sur des activités telles que la promotion immobilière, le marchand de biens et l'investissement locatif au sens large. Avec pas mal de projets de rachat d'entreprises commerciales, tout ça, on pourra en parler un petit peu plus tard dans le podcast, dont l'idée est de faire en fait grossir le patrimoine de la famille et puis surtout de se faire plaisir, parce que je suis passionné d'immobilier et de business au sens large. Donc voilà un peu les trois domaines différents, tous sont reliés, mais tous sont différents malgré tout. Et donc les trois, tu dis, sont reliés. Ouais. Donc tu travailles en famille pour les trois? Exactement. Alors déjà ici, on est dans les locaux d'une maison médicale que j'ai montée, dont je suis propriétaire des murs et dont on a monté le projet de toute pièce avec mon papa. On a fait toutes les démarches sanitaires, etc. On a fait venir tout un tas de professionnels qui nous ont accompagnés. Et on est 22 professionnels ici à l'intérieur de l'établissement. Tous sont des amis. D'accord. Qui étaient déjà des amis avant de venir, qu'ils sont encore plus aujourd'hui. J'ai les bureaux de ma boîte au dernier étage où travaille la meilleure amie de ma compagne également. Donc la kiné au premier étage et ma belle-mère. Donc on est vraiment une vraie on va dire... Organisation familiale, ouais. Exactement. Et c'est un vrai plaisir pour moi de travailler en famille et c'est quelque chose vraiment de très important. Et est-ce que pour toi ça a beaucoup d'avantages, mais est-ce que ça a aussi des fois quelques petits inconvénients et des petites parties Des petites contraintes. Ouais, des petites contraintes. C'est-à-dire que quand on travaille en famille, on travaille en famille pour les bons côtés et les mauvais côtés. Alors tu as la politique des gens qui vont dire « Ah oui, mais moi je pense qu'il ne faut jamais travailler ou faire des affaires avec la famille parce que si ça se passe mal, après tu es bien embêté. » Oui, un deal qui se passe mal, une affaire qui se passe mal, effectivement tu es embêté si c'est avec un membre de ta famille, mais tu es embêté dans tous les cas. À l'inverse, par contre, quand ça se passe super bien, et je pense qu'un bon homme d'affaires ou une bonne femme d'affaires, elle fait en sorte que ça se passe toujours bien, ou à minima de minimiser les risques, Bien sûr. du coup, ça se passe super bien avec des gens qui sont importants pour toi. Et moi, je sais que je préfère enrichir ma sœur plutôt qu'une inconnue, et ma sœur plutôt que ma cousine, et ma cousine plutôt que quelqu'un d'encore plus éloigné. C'est ma définition du bonheur, du fait d'apporter des choses autour de moi et de pouvoir aider tout simplement les gens qui m'entourent et qui me sont chers. Donc c'est pour ça que c'est un choix volontaire de travailler avec des amis et avec de la famille. En acceptant les bons côtés un peu du coup, comme Exactement. les mauvais côtés qu'il peut y avoir. Exactement. Et il y en a des mauvais côtés, mais il y a quand même beaucoup plus de bons côtés. Ok. Et vous arrivez quand même à faire la part des choses. J'ai n'importe quoi, le repas de famille du dimanche par exemple, en train de faire un barbecue, des choses comme ça. Alors ça déteint un petit peu ou... Ça déteint forcément parce que le repas de famille tourne toujours souvent autour de la médecine, autour des fois des patients qu'on a en commun où le cas est un peu complexe, ou des affaires qu'on a en commun sur un deal immobilier ou sur quoi que ce soit. Donc ça tourne beaucoup autour de ça, mais on est tous passionnés de ça déjà d'une part. Donc pour nous, c'est pas du tout une corvée de travailler. Pour nous, le travail, c'est un vrai plaisir. Et donc le fait d'en discuter en famille, c'est en aucun cas tabou et ça embête personne. Mais malgré tout, on sait faire la part des choses et passer un dimanche complet sans parler de ça. Bien et sûr. Juste manger des merguez sur un barbecue et boire une bonne bière. Tranquillement. Exactement. Et du coup, t'as déjà vous êtes une famille d'entrepreneurs à la base ou c'est un petit peu, ça s'est fait au fur et à mesure Alors non, ça s'est même pas fait au fur et à mesure. Moi, mes parents sont des professions libérales. D'accord. Mes grands-parents, pareil, étaient plutôt des professions libérales. Donc pas de famille d'entrepreneurs, plutôt même une aversion au risque. D'accord. Mes parents, sont des personnes qui sont pas peureux, mais qui sont plutôt dans un mode d'investissement, on va dire sécu, l'assurance vie, tranquille, un peu de défiscalisation. Mais des trucs vraiment cool. D'accord. Et je suis le premier à vraiment mettre un vrai pied dans l'entrepreneuriat au sens large et le fait de créer des projets de A à Z, de manager des gens.
Ça, pour le coup, je suis le premier. Et je suis le seul d'ailleurs qui gère ça, malgré qu'avec mon papa, on fait aujourd'hui toutes nos affaires ensemble puisque le fonds d'investissement est familial. D'accord. Avec mon oncle et ma tante également qui font des affaires avec nous, avec ma compagne et avec des amis. C'est moi qui chapeaute vraiment le tout et c'est moi, entre guillemets, un peu le référent familial, si je puis dire, pour gérer les affaires de la famille de manière générale. D'accord. Et ça t'est venu comment? C'est en lisant des livres, en regardant, en tombant sur une série? T'as une anecdote ou ça s'est fait un petit peu En fait, si tu veux, à la base de la base, à la fin de ma première année de médecine, moi je travaillais déjà un petit peu quand j'étais au lycée, enfin je travaillais entre guillemets, j'étais passionné de sport et j'allais dans une salle de sport et je vendais des programmes. Alors évidemment, c'était toujours en espèces ou des trucs comme ça, tu vois, où c'était du donnant-donnant. Oui. La personne réparait ma petite voiture, j'avais une voiture sans permis à l'époque, je tombais souvent en panne. Donc voilà, des fois ça m'est arrivé de faire des deals comme ça. Et en échange, je faisais le programme de sport à la personne qui était avec moi, à la fois sur le plan nutritionnel et sur le plan muscu, purement. Et donc c'est ce qui a été pour moi une première expérience, on va dire, entrepreneuriale, où j'ai commencé à me vendre un petit peu, et c'était des trucs, voilà, moi il n'y a aucun commerciaux dans la famille, donc c'est un sujet qui n'est pas du tout, jamais été formé pour ça, même d'un point de vue familial et éducationnel, on va dire. Et à la fin de ma première année de médecine, j'avais pas 36 000 solutions. Moi je viens d'une famille où quand tu veux faire des études supérieures, c'est une très bonne chose, on t'encourage, mais tu bosses. Tu bosses les week-ends, tu te payes une partie de tes études, et oui on va t'aider, mais pas complètement. Donc ce qui fait que il fallait que j'aille à McDo ou à Carrefour ou à Decathlon et ça me faisait particulièrement chier parce que j'avais déjà des potes qui bossaient là-bas et puis je voyais que c'était pas du tout un plaisir pour eux. Donc je me dis qu'est-ce que je vais faire? Moi j'étais passionné de psycho et je m'étais déjà renseigné un peu quand j'étais adolescent sur tout ce qui est hypnose, programmation neurolinguistique, coaching, tout ça. D'accord. Je suivais des mecs à l'époque comme Franck Nicolas, très connu sur les réseaux sociaux. J'étais un fan, je suis toujours un fan de ce type. Et il m'avait beaucoup inspiré, ce qui fait qu'à la fin de ma première année de médecine, j'ai fait une formation pour faire de l'hypnose, pour devenir hypnothérapeute, tout naturellement. J'ai fini le concours de médecine un vendredi, j'ai attaqué ma formation le samedi. Ah oui, donc, à Lyon. Tu finissais d'abord ton année de médecine qui devait être, je suppose, très intense, surtout la première année, et après tu t'es dit, en parallèle, essayer de faire autre chose. Voilà, je vais faire ma formation d'hypnose, ça me plairait d'accompagner des gens, et puis voilà, je savais que j'allais pouvoir vendre mes accompagnements pour 60 € de l'heure environ. Je m'étais dit, si j'arrive à en faire 2-3 dans la semaine, c'est super, tu vois, en tant qu'étudiant. J'arrive à faire 600, 700 balles, ça me paye mes droits d'entrée à la fac, ça paye mes bouquins, c'était le top. Donc je fais cette formation-là, tout se passe bien, je me prends vraiment de passion pour la discipline, j'ai adoré ça. Et j'adore toujours ça aujourd'hui, et c'est une vraie activité que je veux poursuivre même dans mon activité médicale. Et je décide d'ouvrir ma petite auto-entreprise, tout naturellement, début de deuxième année de médecine. Je l'ai ouvert début août, et je rentrais en deuxième année de médecine au mois de septembre. D'accord. Donc j'ouvre mon auto-entreprise et puis au début je m'installe dans la même maison médicale où était déjà mon papa et il me dit écoute tu te débrouilles, tu vas chercher tes patients etc, tu mets des cartes de visite dans la salle d'attente. Donc au début j'avais 1-2 consultations par-ci par-là et puis rapidement en fait ça a beaucoup plus marché et beaucoup plus vite que ce que j'espérais, à tel point que j'ai rempli mon samedi matin, puis ensuite mon samedi après-midi, puis mon dimanche matin, puis mon dimanche après-midi. Okay. Puis ensuite, j'ai fait des séances d'hypnose à la fac pour les étudiants de première année de médecine. Et puis ensuite, un jour de plus au cabinet dans la semaine. Et ce qui fait qu'au bout de 6 mois, je faisais entre 30, 35, des fois 40 consultations à la semaine. Donc tu vois, une consultation à 60 € de l'heure, je te laisse faire le multiple à la semaine et le multiple par mois. Ce qui fait que j'avais une paye quasi d'un tout-bib à l'hôpital. D'accord. Quasiment, tu vois, sur mon auto-entreprise. Donc c'était incroyable. Ensuite, j'ai persévéré dans la discipline. Je suis devenu formateur dans une école qui s'appelle Psynaps, qui forme les gens à faire ce genre de thérapeutique-là et qui ouvre un petit peu, on va dire, sur tout ce qui est thérapie brève, etc. Dans une pensée très américaine. Et donc, c'est ce qui m'a permis de développer, en fin de compte, mon portefeuille, entre guillemets, si je puis dire, puis l'argent que je gagnais. Sauf qu'à cette époque-là, j'étais étudiant. Je passais ma vie à bosser. Donc, je ne savais pas du tout quoi en faire. Et naturellement, c'était un jeudi soir, j'ai tapé sur YouTube comment investir son argent, tout naturellement. Et je suis tombé sur l'immobilier, je suis tombé un petit peu sur les crypto-monnaies à l'époque, mais c'était vraiment le tout début. C'était en quelle année ça? C'était du coup en 2016-2017. Donc c'était assez récent même pour les cryptos. C'était tout récent, il y avait 2-3 mecs qui en parlaient. Ouais. C'était le tout début des plateformes en ligne, tout ça. Ça m'avait pas trop inspiré à l'époque. D'accord. La bourse, il y avait 2-3 mecs pareils qui commençaient à en parler sur YouTube. Et donc naturellement, je me suis lancé dans l'immobilier via ce biais-là. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis un pur produit YouTube.
D'accord. 100%, ouais. T'es passé de la partie je m'instruis sur YouTube à C'est maintenant je crée aussi Exactement. un peu du coup de ton côté pour. Exactement, exactement. Ok. Et moi, j'ai appris la médecine une grande partie sur YouTube. Ok. Parce que malgré qu'on ait des cours en médecine, en final, c'est des cours qui vont très vite. Et pour comprendre, YouTube, pour moi, ça a été une mine énorme d'informations. Évidemment, il faut trier, évidemment, il y a plein de conneries. Mais on a les connaissances et on a derrière Bien sûr. aussi les profs à la fac pour vérifier ce qu'on peut voir sur Internet. Mais pour moi, ça m'a énormément aidé. Et pour ce qui est du business au sens large, YouTube, pour moi, c'est la meilleure académie au monde aujourd'hui en termes de formation. Même encore maintenant, tu penses, Même encore malgré maintenant. le fait qu'il y ait de plus en plus justement d'informations, parce que maintenant, je trouve que tu as une surinformation et Ouais. même encore plus d'informations que Ouais, il y a c'est quelques vrai. années. Donc, je sais pas, est-ce que pour toi, ça a toujours autant la même valeur que Moi, je trouve que oui. qu'avant? Alors après, la nuance que je pourrais apporter, c'est qu'aujourd'hui, je trouve que c'est important de trier. D'accord. Et surtout, c'est important de comprendre. Tu sais, dans le monde de l'immobilier, du business en ligne, etc., et même dans le monde médical, en fin de compte, il n'y a, je pense, aucun domaine qui fait exception. L'école française nous forme à apprendre par cœur. Et pour le coup, moi, je suis très très fort pour apprendre par cœur, ça ne me pose aucun problème. Mais j'ai rapidement compris que ceux qui font partie je dirais, du top 1 des gens qui font des choses extraordinaires dans leur vie, c'est pas des gens qui ont appris par cœur, c'est des gens qui ont compris le mécanisme sous-jacent à une discipline. D'accord. Par exemple, beaucoup de personnes vont te dire il faut investir dans l'immobilier avec une SCI, personne ne comprend pourquoi. Et il y a plein de mecs qui vont te dire ça sur YouTube qui n'ont même pas compris l'intérêt fiscal, bancaire, administratif. Le de faire ça. mécanisme qu'il y a vraiment derrière Exactement. et qui dit utilise plutôt la STI Exactement. qu'en nom propre. Exactement. Mais de la même manière que tu as des toubibs aujourd'hui qui savent que chez un patient qui a une insuffisance hépatique, il faut éviter le Doliprane, ils le connaissent par cœur, mais si vraiment tu leur demandes mais pourquoi on ne donne pas de Doliprane, il y en a beaucoup qui ne s'en souviennent plus, qui l'ont appris il y a longtemps, qui Bien savent sûr. que ça ne se fait pas. Mais aujourd'hui, je peux t'assurer qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas capables de dire parce que le Doliprane a une élimination hépatique, du coup chez un mec qui a un mauvais foie, on ne donne pas de Doliprane. Et c'est le fait de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça qui est vraiment important sur YouTube, c'est de ne pas juste gober par cœur tout ce qu'on va apprendre sur YouTube, mais c'est de remettre en perspective, de questionner, de dire mais pourquoi il dit ça? Moi, ça me paraît pas logique, d'aller creuser de l'autre côté, dans des bouquins, dans des références, en discutant avec des gens. Et je pense qu'à partir du moment où tu as cette démarche-là de chercher à comprendre et pas à copier-coller bêtement, je pense que YouTube reste une mine d'or d'informations. Et tu as justement des petits tips ou toi maintenant, comment est-ce que quand tu regardes une vidéo par exemple, je sais pas, de médecine ou Ouais. peu importe, un sujet qui t'intéresse, Ouais. si tu as deux vidéos et qui parlent de la même chose, comment est-ce que toi tu vas faire justement pour trier cette info-là et se La dire part des choses faire justement le tri et chercher de ce qui est mieux peut-être dans cette vidéo, etc. et voir si Ouais. l'information est qualitative. Ouais. Alors la première astuce que j'ai, c'est que déjà je juge pas la personne qui fait la vidéo. Et c'est pas parce qu'elle a une chaîne avec 10 abonnés et une chaîne avec 100 000 abonnés. Il y a des gens qui ont des chaînes avec 1 million d'abonnés qui disent d'énormes conneries. Il y a des gens qui ont des chaînes avec 10 abonnés qui disent des trucs super pertinents. Donc je pense que le premier truc, c'est de ne pas se fier à la notoriété parce que ça, c'est quelque chose d'artificiel. D'accord. Il y a des méthodes pour avoir une chaîne YouTube qui marche bien et il y en a certains qui ont des contenus hyper valables, mais ils n'utilisent pas la méthode pour avoir une chaîne YouTube qui marche bien. Donc déjà, pas se fixer là-dessus. Deuxièmement, croiser des informations. C'est-à-dire que quand j'entends dans une vidéo YouTube que pour, je dis n'importe quoi, investir sur le marché des obligations en bourse, il vaut mieux passer par tel broker parce que si, parce que frais réduits, parce que ça, je vais croiser l'information en allant regarder sur Internet, en réfléchissant à des bouquins, en commandant des bouquins sur le sujet, en voyant si les gens disent la même chose, et surtout en cherchant à comprendre quelle est la logique derrière. Et à chaque fois que moi je vois une information sur YouTube, je me dis, putain, ce qu'ils disent, c'est pertinent, c'est vrai, mais ça me paraît pas logique. Tu vois, il n'y a pas de sens. D'accord. Pour moi, je ne peux pas mettre la brique, je ne peux pas additionner ce que je connais, ce que j'ai entendu, avec ce que le mec est en train de dire. Pour réellement comprendre ce qu'il dit. Pour réellement comprendre. Ok. Parce que si une action sur les marchés financiers, elle monte, il y a une explication. C'est pas du hasard. Si elle baisse, il y a une explication. C'est pas du hasard. Et pour moi, tant que tu n'as pas compris le sous-jacent, il vaut mieux pas s'aventurer dans ce genre de discipline. Ouais. D'ailleurs, aujourd'hui, un toubib qui n'a pas compris pourquoi est-ce que dans telle thérapeutique, il faut donner tel médicament, la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo vont dire « faut surtout pas aller voir un médecin comme ça ». Mais combien de personnes font des choses qu'ils n'ont pas compris? Tu vois ce que je veux dire? À l'échelle nationale. Ouais, c'est vrai que ça Mais reste. parce quand qu'on même, est formaté pour ça, parce que l'école nous apprend à copier-coller encore une fois et pas à comprendre.
Donc voilà, entre guillemets, je jette la pierre à personne. Moi, le premier, ça m'arrive parfois de copier-coller et de ne pas avoir compris, mais j'essaie de m'instaurer cette discipline-là, de quand je fais quelque chose, j'ai compris la portée de ce que je fais et pourquoi est-ce que je le fais. Quel est l'intérêt véritable? C'est vrai que ce que tu dis, c'est ultra pertinent parce c'est vrai qu'on nous a vachement formaté. Ouais, t'apprends ta leçon par cœur, t'apprends ta poésie par cœur, t'apprends ces règles-là par cœur, mais pourquoi est-ce qu'il y a ces règles et pourquoi est-ce qu'elles sont mises dans tel ordre et pourquoi pas dans un autre justement et pourquoi pas ça fonctionnerait. Exactement. Donc ouais, comprendre plutôt le mécanisme avant peut-être d'apprendre par cœur aussi. Exactement. Et ce qui permettrait du coup peut-être d'apprendre plus facilement aussi et une fois que tu as compris la chose. Pour moi, la base de l'apprentissage et de la mémorisation, et pour le coup c'est une thématique que j'ai beaucoup étudiée dans le cadre de mes études, parce qu'en médecine on a énormément de trucs à apprendre et on a des études qui sont un peu compliquées, on va dire de manière générale, surtout la première année et la 6e année, c'est que si tu n'es pas capable d'expliquer simplement un procédé complexe à quelqu'un, c'est que tu l'as pas vraiment compris. À quelqu'un qui connaît pas forcément la thématique. Exactement. Du coup. Si moi aujourd'hui je suis pas capable d'expliquer simplement pourquoi il faut pas donner de Doliprane à quelqu'un qui a une insuffisance hépatique, c'est que j'ai pas vraiment compris pourquoi il faut pas donner de Doliprane. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est sûr. même pour n'importe quel type de connaissance. Bien sûr. Ok. Et donc toi du coup pourquoi la médecine, tu t'es orienté là-dedans par tradition familiale ou parce que... Alors déjà oui. Moi à la base je voulais pas faire de médecine, je voulais être sportif de haut niveau. Je suis passionné de sport depuis tout petit. J'ai été danseur professionnel pendant un moment dans une compagnie de danse hip-hop où on a fait des tournées, etc. Et j'ai été passionné de ça depuis tout petit. Quand j'avais 14-15 ans, je m'entraînais 20 heures par semaine, je m'entraînais tous les soirs de la semaine, je suivais un programme diététique, je suivais de la préparation physique, etc. Donc j'étais vraiment à fond là-dedans. Et du coup, naturellement, à la fin de la terminale, même si j'aimais bien la médecine, c'était entre guillemets mon deuxième choix, moi je voulais vraiment faire une carrière dans le sport. Okay. Et mes deux parents m'ont dit, tu sais, le sport c'est bien, mais la médecine c'est mieux quand même. C'est plus sécuritaire, il y a moins de risques. Et nous, ça nous rassurait vraiment si tu faisais quand même une première année de médecine. Quand même, ouais. Et ils m'ont très très fortement encouragé à plutôt m'orienter vers ça et à garder le sport comme un loisir. D'accord. Même si j'ai continué dans cette compagnie professionnelle pendant pas ma première du coup, mais ma deuxième, troisième et quatrième année de médecine. Ah, tu as quand même continué en parallèle à chaque fois. Ouais, j'ai continué à faire des créations artistiques, etc. Une compagnie qui s'appelle Flex Impact, qui est située à Chalon-sur-Saône. Okay. Et j'ai dû arrêter au bout d'un moment parce que j'avais plus le temps de m'entraîner correctement et c'était plus une contrainte pour la compagnie, le fait que je sois pas présent en répétition, tout ça. Bien sûr. Et donc c'est pour ça que naturellement je me suis orienté vers un domaine médical. J'ai toujours eu la vision de mes parents où une des meilleures manières d'être heureux dans la vie, c'est d'aider les autres. Et donc c'est pour ça que j'ai naturellement fait médecine et rapidement dans mes stages je me suis pris de passion pour ça. Et aujourd'hui je pense qu'une des meilleures façons, en tout cas ma meilleure façon à moi d'être heureux dans la vie, c'est d'aider les autres et de rendre service. Et là du coup maintenant il te reste combien d'années pour finaliser ton cursus? Eh bien écoute, moi je suis en deuxième semestre d'internat de médecine générale. On a 6 semestres, donc 6 fois 6 mois de stage à faire en tout. D'accord. Donc en partant du principe que celui-ci va se finir dans quelques mois, il me restera 4 semestres, donc 2 ans au total, dont les 6 derniers mois qui sont ce qu'on appelle le SASPAS, qui sont destinés à être une sorte de préinstallation en vue de s'installer dans une activité libérale de médecine générale. Donc on va dire que j'aimerais bien pouvoir passer ma thèse d'ici 1 an et pouvoir m'installer d'ici 2 ans. Et donc du coup, tu as encore des devoirs, entre guillemets, si j'ai à dire, ou des rapports de stage, des choses comme ça à faire en parallèle? On a des conférences à suivre, on a un mémoire à préparer, etc. Mais c'est des choses qui ne représentent pas une énorme quantité de travail par rapport à ce qu'on a fait par le passé. Okay. Et aujourd'hui, on n'a plus de cours, quasi plus de cours. C'est 100% du stage et on est déjà en remplacement sur le terrain, on va dire. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai déjà fait mes 20 consultations chez le praticien libéral. On a déjà nos ordonnances, etc. quoi. Donc on est déjà autonome pour ça. C'est plus une logique de passation un petit peu. Exactement. Pour vraiment être à 100% libéral. Et, de compagnonnage même, on peut dire. Compagnonnage, d'accord. De compagnonnage, ouais. Okay. Et je pense qu'aujourd'hui, une des meilleures manières d'apprendre la médecine, c'est d'avoir un compagnonnage, c'est-à-dire d'aller en stage chez des praticiens, de voir comment est-ce qu'ils bossent, d'apprendre d'eux, de les modéliser, que ce soit autant sur le volet médical que sur le volet... Voilà, comment manager une personne malade, comment annoncer un diagnostic difficile, comment gérer un cabinet, que ce soit sur le plan comptable, sur le plan de la secrétaire ou du secrétaire, etc., etc. Et c'est nous comme ça qu'on apprend dans le domaine médical. C'est pour ça qu'on est des internes en médecine, parce qu'on est à l'intérieur de l'hôpital et on apprend des différents praticiens qui sont installés à l'intérieur de celui-ci. Ok. Et pourquoi la médecine générale et pas justement peut-être une spécialité ? Ouais, une spécialité.
Déjà parce que l'internat de médecine générale est un internat plus cool que les internats de spécialité. D'accord. Et moi, ayant des activités en parallèle, c'est évidemment un paramètre que j'ai pris en compte. Ok. Parce que voilà, j'ai des copains qui sont en internat de chirurgie orthopédique, par exemple, où ils ont des astreintes, des gardes, les week-ends, les soirs et tout, et où ils bossent 90 heures par semaine. Donc c'est énorme. Nous, en internat de médecine générale, on a plutôt un planning entre 40 et 50 heures par semaine. Évidemment, ça peut être plus, il y a certains stages qui sont plus prenants que d'autres, mais grosso modo, voilà, on est sur une quarantaine d'heures par semaine. Donc ça me permettait déjà de poursuivre mes activités à côté. Et aussi parce que moi, j'aime bien un petit peu tout. J'aime bien la cardiologie, j'aime bien la néphrologie, j'aime bien la psy, j'adore la psy. Donc du coup, la médecine générale permet d'aller toucher un petit peu tout, de ne pas être spécialisé dans un domaine, mais d'être un coordinateur des soins. Donc c'est le médecin généraliste qui envoie vers le cardiologue, qui envoie vers le psychiatre, vers le psychologue, vers le podologue, etc., etc. Et moi, ça me plaisait d'avoir ce rôle de couteau suisse et de pouvoir orienter correctement les malades qui viennent me voir. D'avoir un spectre large où du coup en même temps tu apprends un petit peu au final en C'est permanence et à faire le Tout lien à fait. avec les spécialistes sur Exactement. sur une Et thématique moi, je précise. suis pas un expert en cardiologie, je suis pas un expert en psychiatrie, je suis pas un expert en quoi que ce soit. Je suis un expert en coordination médicale et en diagnostic précoce, c'est-à-dire que mon rôle à moi et ma mission, c'est que quand un patient vient me voir qui me dit qu'il a mal à la tête, c'est à moi de connaître exactement la démarche, à qui je l'envoie, quel examen il faut faire, comment il faut procéder pour qu'il y ait le moins de perte de chance pour lui et que le diagnostic puisse arriver le plus précocement possible. C'est ce que j'estime être la mission du médecin généraliste. Ok, super intéressant. Et si là il y a des futurs médecins qui nous regardent ou des Ouais. étudiants qui veulent se lancer dans les études de médecine, Ouais. tu leur donnerais quoi comme, je sais pas moi, les 3 ou 5 tips à absolument pas appliquer, mais ou des petits tips de justement ce que toi tu as vécu ou ce que tu vis encore En études de médecine, ouais. études de médecine. Alors déjà par rapport à la pratique et la volonté de faire des études de médecine, si j'ai un conseil à donner, et on me pose souvent la question, c'est ne faites pas de la médecine pour l'argent. Pourquoi ? Parce qu'au final, la médecine, c'est avant tout un métier avec de grosses responsabilités sur la santé des gens, sur le bien-être des gens au sens large, parce qu'on ne gère pas que des problèmes de santé, on gère aussi des problèmes sociaux, on voit aussi des femmes battues, on voit aussi des familles explosées à cause d'un divorce, on voit aussi des gens qui sont dans la précarité. Et cet aspect-là, on ne nous le pitche pas quand on veut faire des études de médecine. On nous montre la belle opération chirurgicale, où ensuite la famille elle pleure tellement elle est reconnaissante face au chirurgien. Et il y en a bien évidemment des cas comme ça, mais c'est une minorité. La majorité des cas, ça reste des problèmes sociaux. Et pour le cadre de la médecine générale, qui est quand même 80% des gens qui vont faire de la médecine, ou 70% des gens qui vont faire de la médecine, ça reste de la prévention, de la discussion et de l'humain. Donc déjà, moi je pense que c'est pas une bonne idée de faire de la médecine pour l'aspect technique. Il faut faire de la médecine pour l'aspect humain. C'est le premier conseil que j'aurais à donner. Ensuite, pour ce qui est des études, le gros avantage de la médecine, c'est que je suis convaincu qu'en travaillant très très dur, peu importe si on est intelligent, pas intelligent, bien câblé, mauvais câblé, si on a une famille qui est là-dedans, pas de famille qui est là-dedans, je suis convaincu qu'on peut y arriver. Moi, j'ai plein de copains qui viennent pas du tout de famille médicale, qui viennent pas du tout de familles qui ont fait des études supérieures et qui sont aujourd'hui mes confrères et qui sont beaucoup plus brillants que moi dans la médecine. Donc vraiment, vraiment pas avoir de limite par rapport à ça. C'est pas parce qu'on n'est pas un enfant d'un dentiste, d'un médecin, d'un chirurgien, d'un cardiologue, d'un pharmacien, d'un kiné qu'on ne peut pas réussir dans des études de médecine. C'est absolument faux. Complètement faux. C'est travail. Exactement. Surtout pour notre fameuse première année de médecine, qui aujourd'hui n'existe plus, mais dans les faits, elle existe encore. Même s'il n'y a plus de concours officiel, officieusement, il y a encore un concours en première année d'études de médecine. Mais je pense que le travail peut vraiment payer. À l'inverse, moi j'ai certains potes qui ont fait maths sup, maths spé, qui ont fait des prépas ingénieurs, tout ça, où là, si t'es pas doué en maths sup, maths spé, ça va être dur. Et tu auras beau bosser comme un acharné, je pense qu'il y a une partie de talent qui rentre en compte et une partie de câblage qui a été appris depuis l'enfance, etc. Puis de génétique, bien évidemment. Autant la médecine, je pense qu'un excellent médecin, il n'a pas besoin d'être brillant ni en mathématiques, ni en physique-chimie, ni en quoi que ce soit, mis à part dans le domaine humain et avoir une capacité de travail qui soit importante. Donc au-delà de peut-être d'avantages peut-être que tu pourrais avoir, c'est vraiment la capacité plutôt de travail que tu vas avoir et justement te mettre en mode, le mode de capacité de travail à 100%. Exactement. Et moi le premier, malgré que j'ai toujours été un bon élève au collège, au lycée, dans les premiers de la classe, etc., et faire plein de trucs à côté, et je pense être plutôt bien câblé, en première année de médecine, j'ai bossé comme un taré. Et j'ai été très loin de finir premier.
T'as fini combien, tu te Tu vois, rappelles? j'ai fini 178e. Sur. On était 1200. Ok. Un peu plus que ça, 1300 je crois. Mais 178e de ma promo, on était 225 à être pris, et moi je suis 178e. Alors évidemment, il y en a qui ont redoublé, etc. Mais malgré tout, il y en a beaucoup devant moi, et il y en a beaucoup qui sont plus intelligents que moi pour toutes les matières qu'on a vues pendant l'année. Mais vraiment, à force de travailler, etc., je suis persuadé qu'on peut y arriver. Et il y a des gens qui ont travaillé moins que moi qui y sont arrivés. Mais il y a aussi des gens qui ont travaillé plus que moi, malgré que je travaillais déjà beaucoup, qui y sont arrivés aussi et qui aujourd'hui sont brillantissimes et qui font des choses extraordinaires dans leur spécialité. Donc vraiment, je pense qu'en travaillant dur, on peut y arriver, quel que soit le background qu'on a derrière. Et est-ce que tu penses il y a un peu une sorte de débat au niveau justement peut-être des études de médecine où dans les campagnes, surtout dans les régions dans lesquelles on se situe, où on parle beaucoup de déserts médicaux, de choses comme ça, et on fait venir justement typiquement, tu vois, mes grands-parents, ils ont des dentistes qui sont roumains, qui viennent des pays de l'Est, etc. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses toi justement au niveau du système peut-être de la médecine? Est-ce qu'il y a des choses peut-être à repenser ou à peut-être restructurer différemment? Aujourd'hui, le système médical français est défaillant. C'est un constat, c'est pas un jugement. Maintenant, la vraie question, c'est non seulement comment on est arrivé jusque-là, parce que je pense qu'il faut apprendre des leçons du passé et des erreurs peut-être qu'on a commises. Bien sûr. Mais surtout, le problème, c'est comment est-ce qu'on fait maintenant. Déjà, il faut savoir que ce problème-là, il ne remonte pas à il y a 10 ans, ni à 15 ans, ni à 20 ans en arrière. Il remonte dans les années 70-80, où on a décidé de drastiquement réduire le nombre de médecins. Vous pourrez faire des recherches sur Internet là-dessus. C'est un président socialiste qui a décidé cette réforme-là, en disant la sécurité sociale, ça coûte trop cher. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire le nombre de toubibs. S'il y a moins de toubibs, il y aura moins de soins médicaux. Donc du coup, la sécu coûtera moins cher. Et le trou de la sécu vient de là. Il y a une excellente vidéo de Idriss Aberkan qui est sortie sur le sujet là-dessus et qui est passionnante. Je vous invite à tous la regarder. Donc déjà, il faut savoir que le problème, c'est ni M. Macron, ni M. Sarkozy, ni M. Hollande, ni M. Mitterrand qui l'ont provoqué. Eux, ils ont fait que jouer avec la patate chaude le plus qu'ils pouvaient. Maintenant, ça ne règle pas la question de qu'est-ce qu'on fait maintenant. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, on a quasiment le même nombre de médecins qu'en Allemagne, par milliers d'habitants. D'accord. Et moi, j'ai le frère de ma mère qui travaille à Munich, il n'y a pas de problème de médecin. Il n'y a pas de problème d'accès aux soins, ou en tout cas beaucoup moins qu'en France. Et là, je pense qu'il y a une énorme question à se poser, c'est pourquoi est-ce que le français consomme plus de soins médicaux qu'un anglais, qu'un espagnol ou qu'un allemand? En termes de consommation, de consultation médicale et de soins de manière générale. Antidépresseurs, consultation médicale, spécialistes et tout ce qui s'ensuit. Toutes les consultations médicales. Au niveau européen, tu penses que la France, justement, on fait parmi les plus gros consommateurs de soins? Oui. Oui, statistiquement, on fait partie des plus gros consommateurs de soins, alors qu'on est un des pays les plus développés. Justement, c'est ça que je trouve c'est là où c'est paradoxal. C'est là où je trouve un peu... Mais les gars, ça devrait être des pays qui sont moins développés que nous, avec des conditions d'hygiène plus précaires, qui devraient être les premiers à consommer du soin, parce que plus de maladies, plus de difficultés, de prévention, etc. Pourtant, ce n'est pas le cas. Donc je pense qu'il y a un vrai questionnement à se poser déjà sur pourquoi est-ce que les gens consomment plus. Est-ce qu'ils consomment plus parce que c'est gratuit? Alors oui, on peut rentrer dans le débat, oui, mais on le perd en charge sociale, en impôts. Moi, je peux vous dire que la majorité des gens qu'on voit en médecine générale ne sont pas des gens qui payent des impôts. Donc ce sont des gens qui contribuent au final peu à ce système-là d'aide sociale, etc., et de prise en charge de la sécurité sociale. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'on peut augmenter le nombre de médecins? Ou est-ce qu'on peut éduquer la population à avoir plus de prévention, à fumer moins, à être moins en surpoids, à boire moins d'alcool? Et est-ce que ça nous permet de manière performante d'avoir derrière moins de problèmes et donc moins de consultations médicales? Et c'est aujourd'hui tout le débat et le système de santé s'oriente de plus en plus vers la prévention. À l'époque, il y a 20 ans en arrière, il y avait personne qui venait t'expliquer comment mettre une capote quand tu étais au collège. C'est ça, ouais. Moi, quand j'étais au collège, il y a un mec qui est venu qui nous a expliqué comment mettre un préservatif. Ça, c'est une excellente chose parce que ça évite des IST, ça évite tout un tas de pathologies derrière. Et ça coûte du pognon. Il faut bien se dire que, et moi, c'est un réflexe que j'ai avec les patients que je vois, moi, j'utilise comme logiciel médical ici au cabinet Doctolib. D'accord. Et quand on prescrit des médicaments, il y a marqué combien ça coûte. Moi, je dis aux gens combien ça coûte, ce qu'on leur prescrit. Okay. Et quand une personne vient parce qu'elle a eu un rapport sexuel, qu'elle n'a pas mis de préservatif, qu'on lui prescrit des médicaments, ça coûte cher, je lui dis, votre erreur, non seulement c'est chiant, parce qu'il va falloir vous soigner, il y a des risques pour votre santé, tout ça, mais en plus, ça coûte tant. Je vous rassure, vous n'allez pas payer. L'État français va payer pour vous, et M. Bernard Arnault est ravi de payer des centaines de millions d'euros en impôts pour payer pour vous.
Mais je leur dis combien ça coûte parce que je pense que c'est une vraie éducation à faire sur la population française aujourd'hui qui ne se rend plus compte combien ça coûte. Moi, je sors de 6 mois de stage aux urgences. J'ai des gens qui sont venus à 1h du matin pour du Doliprane. Un passage aux urgences, ça coûte plusieurs centaines d'euros. Parce qu'il faut payer l'infirmière qui est à l'accueil, il faut payer les femmes de ménage, il faut payer l'électricité, il faut payer l'interne, même si on n'est pas très très bien payé, il faut payer les médecins qui sont là de garde, en horaire de nuit, et tout ce qui s'ensuit, le bâtiment, les médicaments qu'on va donner, tout ça. L'électrocardiogramme, le saturomètre, tout ça, ça coûte du pognon. Et le nombre de personnes qui viennent pour des raisons non valables, le truc basique, c'est pour du Doliprane, parce que s'ils vont à la pharmacie sans ordonnance, ça coûte de l'argent, peut-être 5-6 euros, je ne sais même pas combien coûte une boîte de Doliprane. Ils viennent aux urgences à 1h du mat, on leur prescrit, ça leur coûte 0. Mais vraiment, Parce pour que une boîte c'est de sûr. Doliprane, littéralement, Ah bah, pas pour un mal de ventre ou... Ah bah bien sûr, pour une boîte de Doliprane. Alors oui, ils ont mal à la tête, ils ont un peu mal à la gorge. Ok. Ils savent, et quand ils D'accord. viennent, ils savent très bien qu'il faut juste prendre du Doliprane et que ça va passer. Mais comme il faut avancer 3-4 euros et que ça les fait chier, ils viennent aux urgences. Ça, je pense que c'est un vrai problème. Et pour moi, le vrai problème de la médecine aujourd'hui, il n'est pas sur le fait qu'on manque de médecins, il est sur le fait qu'on surconsomme des produits de santé en France, que ce soit les praticiens et également les médicaments. Maintenant, c'est vrai que la question, c'est comment on fait pour éduquer ces personnes-là. Et là, je pense qu'il y a un vrai travail à faire à la fois sur le plan politique, à la fois sur le plan sanitaire et à la fois sur le plan des choix qu'on fait pour notre système de santé, que ce soit les bons de transport, les arrêts de travail à outrance, etc., etc. Parce que ça coûte des millions et des millions et des millions au contribuable français. À des gens comme toi et moi qui vont payer des impôts, des charges sociales sur leur salaire. C'est ça. Et je pense que ça, c'est une vraie question qui doit être abordée, auquel il faut trouver une réponse. Donc le levier plutôt éducationnel. Oui. Mais est-ce que même, malgré tout ça, le nombre de médecins, est-ce que toi, en tant que praticien, tu sens qu'il y a quand même un manque des fois de médecins, de Bien praticiens, ou c'est Bien un sûr. levier aussi à peut-être Tout à fait. optimiser Ah ben bien sûr. La vraie question et le vrai problème, c'est qu'on ne peut pas dire demain, nous par exemple à Dijon, il y a 225 places en deuxième année de médecine. Moi, des fois, j'entends des mecs qui disent « Ah ben on n'a qu'à ouvrir puis en mettre 300 ». Pas comme ça que ça marche. Un toubib, c'est 10 ans pour être formé. C'est-à-dire que déjà, le mec qui rentre en première année de médecine aujourd'hui, il sera médecin dans 10 ans. Ça veut dire que déjà, les résultats qu'on a aujourd'hui sur le système de santé, où par exemple, il y a des régions où on ne manque plus d'infirmières, ça, c'est grâce aux décisions qui ont été prises il y a 10 ans. Politiques, évidemment. Maintenant, mettre 300 médecins à Dijon au lieu de 225, derrière, il faut les former. Mais le problème, c'est qu'à l'hôpital, moi, ça m'est arrivé de rentrer dans des chambres d'hôpital à 8 étudiants. T'apprends rien. Tu vas pas à 8 étudiants passer ton stéthoscope, faire respirer la personne, et parfois même dans des stages de psychiatrie, où je me souviens de souvenirs épouvantables, où on rentrait à 8 dans la chambre d'un patient schizophrène. Ben non, c'est pas possible. Pour moi, on n'apprend pas à faire de la bonne médecine de cette façon-là, et du coup, on fait des mauvais médecins. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, Donc d'accord. on est obligé d'aller progressivement vers une augmentation du nombre de praticiens, mais on ne peut pas dire comme ça du jour au lendemain, il suffit d'en mettre 500, c'est super facile. Ouais. Et ça, c'est uniquement le propos de quelqu'un qui ne connaît absolument pas comment on forme un médecin et comment fonctionne l'hôpital. Et toute personne qui travaille à l'hôpital sait que ce n'est pas possible d'avoir ce choix-là. Donc on est obligé d'aller petit à petit. Parce que tu as ce gap de temps en plus aussi, je pense que les gens sûr. oublient, c'est parce que oui, tu commences ton année de médecine, mais ouais, tu as 10 ans potentiellement, Exactement. et si tu n'abandonnes pas entre-temps... Et si tu n'abandonnes pas en temps, il y en a peu qui abandonnent. Ouais, Mais tu vas pratiquer, et t'installer et voir des patients de manière régulière dans 10 ans. ok. Si tu n'es pas parti à l'étranger. C'est fou ça. Ouais, donc il y a ces deux leviers-là qui peuvent être optimisés au final, mais pas de la même manière et peut-être pas Tout à fait. avec la même intensité. Tout à fait. Pour moi, le côté éducationnel de la population est vraiment le plus important. Et tu as d'autres pays justement qui ont plutôt optimisé ce levier-là ou pas, sur lesquels peut-être qui peuvent inspirer les médecins ou des choses comme ça C'est-à-dire qu'il y a un levier déjà qui est assez simple et d'autres pays qui ont un système de santé privé qui a ses avantages et ses inconvénients. L'inconvénient de laisser beaucoup de personnes dans la précarité et sans accès aux soins. L'avantage qui est que les gens consultent quand ils sont vraiment malades. Ils ne consultent pas à 1h du matin aux urgences pour une boîte de Doliprane. Parce que ça, tu vas en Angleterre, tu vas aux États-Unis, tu vas au Canada, les 300 €, il faut que tu les payes. Tu vois, si tu vas aux urgences à 1h du matin. Donc naturellement, déjà, quand ça coûte de l'argent, ça a plus de valeur, donc on ne consomme pas comme si de rien n'était. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas le dernier MacBook Pro à la maison, parce que ça coûte une fortune. Sauf qu'un MacBook Pro à la maison, il faut savoir que ça coûte le prix d'une prothèse de genou pour le contribuable français. Pourtant, la personne qui a de l'arthrose parce qu'elle n'a pas pris soin de son corps, parce qu'elle a beaucoup fumé, parce qu'elle est obèse,
elle va demander à ce qu'on lui pose une prothèse de genou. Ça lui fait ni chaud ni froid de savoir que, en conséquence des mauvais choix qu'elle a pris pour sa santé, et probablement d'ailleurs des médecins qui n'ont pas réussi à la convaincre ou à le convaincre de réduire un peu la quantité de cigarettes, de perdre un petit peu de poids, de boire un petit peu moins d'alcool, et puis tous les autres problèmes surajoutés autour de la santé, elle va quand même payer 2 500 € de prothèse. Elle ne va pas le payer, mais le contribuable français va payer quand même. Mais elle ne s'en rend pas compte. Et elle n'a pas cette conscience-là, justement, Exactement. De cette somme et de la valeur que ça représente, même au-delà de la somme, mais de tout le travail qu'il y a derrière, etc. Exactement, tout à fait. C'est fou. Maintenant, j'aimerais bien aussi aborder d'autres aspects. C'est vrai que sur la médecine, je pense que c'est intéressant. Il y a beaucoup d'enseignements qu'on peut au final appliquer, je pense, à aussi d'autres domaines. Ouais. Et je vais faire aussi un petit focus sur la partie plutôt immobilier. Yes. Quand est-ce que tu as acheté ton premier bien et comment ça s'est fait un petit peu et comment tu t'es dit, ça y est, je me lance là-dedans. Je me lance là-dedans et c'est parti. Et en fait, si tu veux, c'est assez simple. J'ouvre mon cabinet de thérapie. Au bout de quelques mois, ça fonctionne super bien et naturellement, moi je dépense rien, j'ai pas des vêtements de marque, tout ça, j'ai un train de vie qui est très sobre, j'ai une voiture classique, une vie assez classique par rapport à ça. Et ce qui fait que, mine de rien, comme je gagnais bien ma vie, j'avais de l'argent qui s'accumulait sur mes comptes et puis il fallait que j'en fasse quelque chose. En tout cas, je pensais que c'était une bonne chose d'en faire quelque chose. Donc, je commence à me renseigner sur l'immobilier, tout ça, etc. Puis, je commence à faire des visites, à faire des offres, ça passe pas. Et puis, un jour, mon père me dit qu'il avait un programme de défiscalisation qu'il avait fait il y a des années en arrière, conseillé par sa banque, tout ça, qui était un ensemble de 3 petits appartements. Il me dit, si tu veux, je te les vends. Donc, je dis, ok, super, en plus, je vais racheter à mon père, super, ça va être une bonne affaire. Forcément, oui. On fait le deal. Ça a été un des plus mauvais deals que j'ai fait, je crois, de tout mon portefeuille. Mais malgré tout, ça m'a vraiment mis le prix à l'étrier. Ok. Et puis, ça m'a permis derrière de faire mon premier dossier bancaire, de faire mon premier business plan, et puis d'apprendre. Moi, ici, je suis dans une petite ville, tu vois, c'était 3 appartements. Ouais, bien sûr. Pour le coup, la totalité de l'opération a coûté 220 000 €, frais de notaire compris. Moi, j'avais pas de résidence principale. Je gagnais bien ma vie, 5 000, 6 000 € par mois. Donc, je veux dire, c'était largement faisable. Aujourd'hui, ça doit me coûter 1 100 € de crédit. Donc, je veux dire, même à l'époque, si ça s'était mal passé et qu'il n'y avait rien de loué, ce qui est statistiquement impossible quasiment, j'aurais même pu, entre guillemets, assumer ce loyer-là comme si c'était ma résidence principale, tu vois. Et j'ai commencé par ça. Par la suite, j'ai décidé de faire mes recherches rapidement, une fois que j'ai vu que l'argent rentrait, que j'avais à peu près 300 € de cash flow par mois sur ce bien-là. Je me dis, putain, 300 € de cash flow. Mais 300 € vraiment libre de cash flow. 300 € de cash flow, ouais, pas de bénéfice. Ouais, de cash flow. Souvent, les gens confondent bénéfice et cash flow, c'est pas la même chose dans l'immobilier. 300 € de cash flow, c'est-à-dire de flux de trésorerie positif sur mon investissement. Je me dis, 300 € de manière automatique, mais attends, si je fais ça une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, ça me fait 3 000 € par mois. C'est le salaire d'un cadre dans l'industrie. Donc, je me dis, ok, il faut que j'arrive à trouver le coup d'après. Je trouve le coup d'après. Je le négocie, un bel immeuble de rapport avec un restaurant au rez-de-chaussée qui était loué mais qui était en passe d'un fonds de commerce vendu, d'où le fait que j'ai pu l'acheter pas cher parce que potentiellement plus de locataires bientôt. Un T3 au premier étage qui était loué à une petite mamie qui était là depuis les années 60, donc un tout petit loyer dérisoire. Okay. Et un plateau au 2e étage avec des combles aménageables. Donc je me dis super, j'avais regardé plein de trucs sur YouTube, j'avais fait déjà 2-3 formations, etc. Je me dis, je vais acheter, je vais négocier au maximum à cause de ces points négatifs, puis je vais faire 2 T2 duplex dans les combles. Okay. Et l'histoire s'est fait comme ça. Par la suite, je discute de ça avec des amis, et notamment dans le cadre d'un barbecue en famille. Je dis, je vais faire ça, j'ai l'offre contre-signée, machin, je vais bientôt au notaire. Et puis mon papa m'entend parler de ça, et puis on en discute ensemble, il me dit, mais coûte combien ton immeuble avec le crédit? Je dis, voilà, d'après meilleurtaux.com, va me coûter à peu près 1 000 € par mois de mensualité à rembourser. Il me dit, d'accord, et tu vas louer combien derrière? Je dis, quand une fois que j'ai tout loué, que j'ai payé mes artisans pour les travaux, tout ça, que j'ai ma mensualité de crédit, je vais avoir 2 500 € de loyer. Puis là, il marque un blanc comme ça, il me dit, non, c'est pas possible. Je dis, comment ça va, papa, c'est pas possible? Si, je te dis, regarde les calculs. Je tu lui fais les calculs en plus, ouais. Papa, je suis pas un touriste, j'ai vraiment tout regardé, j'ai lu des bouquins et tout. Ce que je te dis, c'est pas des conneries, quoi. Je vais gagner 1 500 € par mois sur cet investissement. De cash flow, pas de bénéfice. Le bénéfice est encore plus important. Et puis il me dit, écoute, voilà, moi, j'ai pas préparé ma retraite. Ce que tu me dis là, je suis sur le cul. Je savais pas qu'on pouvait faire ça dans l'immobilier. Voilà, tu le sais, moi, ça a jamais été mon truc. Ou alors de loin, pour les banquiers qui m'ont conseillé de faire ça. Oui, pour la défiscaliser. En tant que public, voilà, on défiscalise parce qu'on paye des impôts et tout. Si tu veux, on fait un deal.
on le fait ensemble, on crée une SCI, on fait ça de manière familiale, et en échange, je m'engage qu'avant de mourir, je te fasse une donation de mes parts. Comme ça, le jour où je meurs, c'est toi qui récupères tout. Et tu prends l'ensemble, oui. Voilà, je prends l'ensemble. Par contre, je te préviens d'office, moi, j'ai pas le temps de m'en occuper, j'ai pas les connaissances. Oui, je peux juste signer en bas de la page. Mais par contre, ça te donne accès à mes comptes, on peut peut-être en faire plus tous les deux. Avoir un levier peut-être aussi plus important en étant deux que tout seul. Exactement, voilà, tout à fait. Puis surtout, je réfléchis. J'avais eu un petit cash flow sur la première opération. Je me dis, est-ce que je refais, est-ce que je refais pas? Mais bon, d'un côté, je me suis dit, c'était super sympa de le faire avec mon papa. Et puis le fait que lui avait des revenus stables, de médecin, tout ça, c'était un énorme avantage sur le plan bancaire. Donc je me suis dit, oui, ok, je coupe la poire en deux, mais je pourrais en faire plus. Donc au final, ça sera un avantage. Et donc on a fait ce deal-là ensemble, qui a super bien marché. Okay. Puis ensuite, on est rapidement parti sur un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, et ça etc. s'est fait, etc. ça se fait fil en aiguille. Et je pense qu'après, est-ce que justement c'est le fait d'avoir, sur le tout premier bien, de se dire, j'ai plus 300 qui arrivent comme ça, alors que j'ai remboursé mon crédit, etc. Est-ce que c'est à ce moment-là où tu te dis, oui, quand même, ce serait pas mal si on le ferait plusieurs fois, quoi. Moi, la première fois de ma vie où j'ai ouvert mon compte en banque et où j'ai vu que mes loyers avaient été payés, que j'ai payé mon crédit, que j'ai payé mes charges de copropriété et qu'il me reste 300 € de rab, là, t'as un câble qui se branche dans le cerveau. Ouais, forcément. Tu te dis, putain, mais en fait, être rentier, ça existe. Parce qu'un mec qui fait ça 10 fois, il est rentier. Tu vois ce que je veux dire? Il peut vivre à 100% de ça. Il vit à Bali, il vit aux États-Unis, au Canada, n'importe où il veut, et il vit à 100% de ça. Et tout ce qu'on voit sur YouTube, le jour-là, je me suis dit, putain, mais c'est pas du bullshit en fait. C'est vraiment possible. Et c'est vraiment, moi je sais que j'ai eu un déclic ce jour-là où j'ai ouvert mon relevé en compte et où j'ai fait mes comptes à la fin du mois et où je me dis, putain, j'ai gagné 300 €, mais j'ai pas travaillé. Puis moi tout de suite je fais le calcul, je me dis 300 €. Moi mes séances d'hypnose, je les facture 60 €. Ça veut dire qu'il faut que j'en fasse 5, 6 pour pouvoir gagner ça. Ouais, c'est ça. Mais moi c'est 6 heures de boulot. 6 séances d'hypnose où tu parles pendant 1 heure, c'est pas facile, tu vois, c'est un vrai investissement. Et je me suis dit, mais en fait, la clé, c'est ça. La clé de la liberté, c'est de gagner de l'argent sans travailler ou en travaillant au départ, en lançant une boule de neige. J'allais dire, qui petit à petit grandit. Ouais, le coût, au final, le temps de travail que tu as passé par rapport à ce que ça te rapporte après, au final, tu as mis l'accent et l'intensité sur le début, forcément, pour toutes les formalités, etc., pour qu'ensuite, derrière... Se former aussi, pour pas faire de bêtises, évidemment. Etc. Et ça, c'est bien, c'est vous qui les gérez... Entre vous passez par une agence où comment on appelle ça, vous sous-traitez la gestion de. Alors nous tout est géré en interne. Alors il faut savoir déjà que dans notre organisation, mon papa gère rien du tout, il fait que de la médecine et c'est plutôt lui, on va dire, qui gère nos activités médicales, tout ça dans le développement de la maison médicale, les partenariats, les discussions avec l'ARS, tout ça, c'est plutôt lui qui gère cet aspect-là et c'est moi qui gère à 100% toute la partie immobilier et les acquisitions même commerciales qu'on peut faire dans un fonds d'investissement grosso modo qui est familial. Tout est géré en interne. On a 2 collaboratrices à temps plein, dont ma femme, qui travaille à 100% dans l'entreprise. Et aujourd'hui, avec les projets en cours, on arrive quasi à 114 lots immobiliers. D'accord. Donc appartements, locaux commerciaux, 4 garages. Pour le coup, c'est pas la majorité du parc. Tout est géré en interne. On gère les locataires directement à 100%. Alors, on a un logiciel de gestion, tout ça comme une vraie agence. Mais tout est géré en interne. Les rénovations qu'on fait sur nos chantiers, c'est moi qui gère de A à Z. La fourniture, c'est moi qui la commande. Les tarifs avec les artisans, c'est moi qui les négocie. Donc tout est géré vraiment à l'intérieur de l'entreprise. Et c'est ce qui nous permet déjà d'avoir une vraie rapidité. Parce que demain, on a un locataire qui a plus d'eau. Le soir même, il a un plombier. Parce qu'aujourd'hui, on fait tellement de chantiers et puis on a des tels besoins que du coup, on peut apporter une vraie qualité aussi de service. Là où une agence, ils reçoivent 10 demandes par jour. Il faut faire passer un plombier, il y a un plombier partenaire pour l'agence, ce sera peut-être demain, ce sera peut-être après-demain. En attendant, tu n'as plus d'eau chaude. Nous, on peut vraiment être beaucoup plus réactifs parce qu'on est moins nombreux, on travaille en plus avec des gens qu'on connaît très bien. Bien sûr. Donc on peut avoir une meilleure flexibilité. Mais tout est géré en interne. Oui. Donc depuis le départ, vous avez toujours tout géré en interne. Même toi, quand tu as commencé avec ton papa, dès le départ, ça... Exactement, on a toujours tout géré. Au début, moi, je gérais. Ensuite, on a rapidement pris quelqu'un, parce que moi, avec mes études de médecine, je me disais que le cash flow que j'avais, tant pis, je le paye pour que quelqu'un m'aide à gérer. Au début, je n'en avais pas assez pour que ça fasse une vraie marge. Mais au moins, ça me permettait d'être libre pour pouvoir faire mes études à 100%. Et j'ai été sur un rôle de chapeautage, on va dire, et de coordination de cette équipe, de cette petite équipe. Ok.
Et tout votre parc immobilier aujourd'hui, il est valorisé à combien en termes de... Oui, il est valorisé à combien? De valorisation, alors on a eu une valorisation il n'y a pas très longtemps parce qu'on nous a fait une offre de rachat de la part d'une SCPI qui voulait nous racheter tous les lots d'un coup parce que nous tout est loué et même si on a du turnover, on est quasi à 95% de remplissage à l'année. D'accord. Donc ça veut dire que malgré le fait qu'on soit dans une ville de taille moyenne, certains biens à la campagne, on est tout le temps plein. On n'a jamais de carence locative quasiment. Donc, ce qui fait qu'on est une vraie cible d'acquisition pour une SCPI. Forcément. Et l'acquisition, la valorisation, elle est simple pour un parc immobilier comme le nôtre. C'est entre 6 et 8% de rentabilité pour ton bien. D'accord. Donc un bien immobilier qui rapporte, je dis n'importe quoi, 10 000 euros à l'année, tu fais le calcul pour que grosso modo tu tombes sur une valorisation dans ton équation qui est égale à 6% pour les locaux commerciaux, 7% pour les biens immobiliers loués en monopropriété et plus 8% pour les biens en copropriété, qui est la valorisation habituelle pour le secteur dans lequel on investit en Bourgogne sur l'axe Dijon-Mâcon. Oui, bien sûr, en prenant en compte tous ces paramètres-là. Exactement, avant, exactement. Et du coup, ça représente combien? Ça représente 12 millions d'euros. Ok. À peu près, de valorisation. D'accord. Évidemment, je n'ai pas payé 12 millions d'euros le parc que j'ai. Parce que moi, j'achète à 12, voire 13, voire 14 parce que j'achète des trucs pourris et je les retape. Mais si je peux les revendre à 6 ou 7, ça veut dire qu'un bien qui m'a coûté 300 000 euros, je le revends 600. Et il est valorisé 600 dans les faits. Et donc, est-ce que tu penses que maintenant, pour n'importe qui souhaite justement, même en gagnant un SMIC, par exemple, en gagnant même 1200, 1300 euros par mois, c'est possible justement de démarrer, que ce soit dans l'immobilier ou même dans le monde de l'investissement de manière générale? Bien sûr, je vais même te le démontrer de manière mathématique. Prenons une personne qui gagne aujourd'hui 1500 euros par mois. Okay, elle a 33% d'endettement autorisé facilement par sa banque. Okay. Évidemment, elle n'a pas de résidence principale, c'est une jeune active, elle est locataire, il est locataire. Prenons l'exemple typique. 1500 euros par mois fois 33%, ça fait un peu moins de 500 euros. Ça fait 497, quelque chose comme ça si mes calculs sont exacts. 497 euros fois 12 mois de l'année, fois 25 ans, ça fait grosso modo un peu moins de 150 000 euros de capacité d'emprunt disponible pour acheter quelque chose sur 25 ans. Évidemment, si tu achètes la dernière BM chez BMW, ça ne fonctionne pas. Il faut que ce soit un bien immobilier pour faire ça. 150 000 euros, chez nous en Bourgogne, mais comme plein d'endroits en France, tu peux facilement acheter un appartement et demi, un grand appart ou un lot de 2 appartements, 2 T2 par exemple, qui sont à rafraîchir. Tu peux facilement les avoir pour, allez, on va dire 80, 100 000, 120 000 euros. Tu rajoutes un petit peu de travaux derrière, tu tombes moins que 150 000 euros. Sauf que 150 000 euros, alors au taux actuel, c'est un petit peu changé parce qu'ils sont un petit peu élevés. Un petit peu plus élevé, ouais. Un petit peu plus élevé, mais dans les faits, tu vas facilement avoir peut-être 600, 700 euros de mensualité de crédit sur 25 ans. Mais derrière, 2 T2 bien loués, meublés, ils vont se louer 550 voire 600 euros de loyer, à peu près par chez nous, par mois. 600 x 2, ça fait 1200, moins mes 700 euros de crédit. Ça veut dire que n'importe quelle personne qui gagne 1500 euros de salaire, qui veut vraiment faire la démarche et qui est prêt à se former et à investir dans ce sens-là, elle peut se faire 300, 400, 500 euros de cash flow à force de travail dès tout de suite. Mathématiquement, je t'invite à refaire les calculs chez toi, bien sûr. Ça fonctionne. Donc toute personne qui gagne 1500 euros de salaire peut emprunter pour investir dans l'immobilier et faire son premier bien, acheter un appartement, le louer, le retaper, le revendre, en acheter 2 de plus, faire de la colocation, puis ensuite en revendre une partie, en acheter 3 de plus, et petit à petit jouer, encore une fois, j'adore cette expression-là, au Monopoly dans la vraie vie. Et est-ce que tu penses que ce système-là, il est valable aussi bien pour une personne qui habite à Paris que pour la personne qui habite à... comme là, par exemple, on est à Châlons ou à Dijon ou même à Mâcon. Par exemple, comme nous en Bourgogne-Franche-Comté. Alors évidemment, le marché il est différent parce qu'à Paris, pour 120 000 euros, tu as un studio et tu en trouves très très peu ou dans des quartiers qui sont vraiment pas terribles. Donc évidemment, il y a une conjoncture de marché qui vient en compte dans ce calcul-là. Mais je pense qu'un Parisien peut tout à fait aller à 1 heure de route de Paris, aller en province, et faire cet investissement-là à minima au départ. Aujourd'hui, il faut savoir que tu es 1 million sur ton compte ou 1 000 euros sur ton compte, acheter un appartement parisien et le louer, dans 99% des cas, c'est pas rentable. Ou tu vas avoir une rentabilité de 3-4%. Donc dans les faits, c'est ce qu'on appelle une rentabilité qui n'est pas terrible dans le monde de l'immobilier. Alors oui, tu as une bonne valorisation, oui, tu peux avoir un emplacement, mais dans les faits, c'est pas là où tu auras les meilleures rentabilités, et c'est en tout cas pas là où tu vas faire du cash flow.
Okay. Donc, du coup, est-ce que tu penses que toi, maintenant, à l'heure actuelle, en 2023, l'IMO, ça reste toujours le meilleur investissement ou tu as quand même encore la bourse, les cryptos ou même d'autres types d'investissements d'ailleurs de manière générale? Alors c'est une excellente question dans le sens où je pense que si aujourd'hui quelqu'un en face de toi t'affirme qu'un investissement est meilleur qu'un autre, c'est que clairement il ne connaît pas son sujet. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir qu'un investissement, il n'est ni bien ni mal. Il a une performance et un risque. Et aujourd'hui, oui, l'immobilier est un bon placement parce que je pense qu'il offre des rentabilités intéressantes par rapport à son risque, mais gros inconvénient, il est illiquide. C'est-à-dire que moi demain, et j'ai rencontré le cas il n'y a pas longtemps où j'avais besoin d'un petit peu de liquidité pour aller sur une opération, puis en même temps de la liquidité pour aller dans une autre, puis en même temps une autre. Ouais, carrément. À manque de peau, oui, j'ai une certaine liquidité, mais ça me prend 3 mois pour vendre un appart. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui te dit la bourse c'est mieux parce que c'est liquide, ouais, ok, c'est mieux que l'immobilier sur ce versant-là, mais est-ce que c'est mieux également sur le plan de la stabilité ? Est-ce que c'est mieux également sur le plan de la gestion du risque ? Est-ce que c'est mieux sur la facilité à mettre en place l'investissement ? Moi, je pense qu'on ne peut pas dire qu'un placement est meilleur qu'un autre. Ils ont chacun des avantages et des inconvénients. L'immobilier a l'avantage qu'on ajoute de la valeur. Parce que quand on rénove un bien, ce n'est pas un placement, c'est du vrai entrepreneuriat. Tu vois, c'est pas juste j'ai une enveloppe, je la place, terminé, bonsoir, et je n'en entends plus parler. Je mets mes 100 000 balles sur le S&P 500, puis j'attends de voir ce que ça donne. L'immobilier, il faut gérer les locataires, il faut gérer les travaux, etc. Donc tu ajoutes de la valeur, et c'est pour ça que tu peux aller à plus de 10% de rentabilité. Là où le S&P va plutôt faire 6 ou 7% en moyenne sur les 25 dernières années. Donc du coup, je trouve que c'est pas vraiment comparable, ou si on veut comparer les crypto-monnaies, l'immobilier, le private equity et la bourse. Et dans la bourse, il y a les actions, les matières premières, les obligations. Ouais. Tout comme dans l'immobilier, il y a l'immobilier locatif, l'immobilier résidentiel, l'immobilier commercial. Il faudrait vraiment se baser sur nos 5 aspects de l'investissement: la stabilité, la rentabilité, le risque, la difficulté à mettre en place l'investissement et la liquidité de celui-ci. Et on peut mettre des bonus, des petites croix quelque part et moins d'autres part. Une sorte de pondération pour éventuellement, mais quelqu'un qui te dit que cet investissement-là est meilleur qu'un autre. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne connaît pas son sujet. Déjà qui ne connaît pas forcément son sujet. Ou encore une fois, qui a appris par cœur, mais qui n'a pas compris le mécanisme. Pour en revenir, le mécanisme qu'il y a derrière. Et parce que la plupart des personnes pour l'instant qui écoutent ce podcast, elles sont assez jeunes. Elles sont comme moi, tu vois, pour l'instant entre 20, la moyenne d'âge elle est entre 20 et 30 ans. Yes. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui qui vient d'avoir 18 ans, qui gagne, qui soit en train de travailler, qui soit étudiant, etc. justement, et qui souhaite s'orienter... soit investir un petit peu son argent qu'il gagne tous les mois, même si c'est une centaine d'euros, même si c'est même 50, 100, 300 euros, peu importe la somme au final. Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire et quand tu lui conseillerais de faire et de manière actionnable, quelle chose il pourrait mettre en place rapidement ? Ouais. Alors, si en face de moi, j'avais une personne qui a 18 ans et qui me demande « Tim, comment est-ce qu'on fait ? Moi, je veux me lancer dans l'investissement, comment est-ce que je dois faire ?» J'aurais 3 concepts clés. Le premier, c'est de ne jamais écouter votre entourage parce que tout le monde vous découragera d'entreprendre et d'investir. Le deuxième, ce serait d'investir le plus tôt possible parce que dans l'investissement, le temps, c'est vraiment de l'argent. Mais sauf que le temps, il joue avec nous, contrairement à dans la vie où le temps joue un petit peu contre nous. Et troisième conseil que j'aurais à donner, c'est de se former le plus possible. Évidemment, il y aura une thématique de prédilection qui sera naturelle pour tout un chacun. Moi, c'est plutôt l'immobilier. J'aime beaucoup les marchés financiers aussi, les crypto-monnaies, mais c'est surtout l'immobilier, mon cœur de métier. Mais c'est vraiment de trouver un moyen de prendre du plaisir dans cette démarche d'investissement. Ce seraient mes 3 essentiels. Ouais, et surtout le faire un peu avec une sorte un minima peut-être de passion et d'intérêt vraiment profond pour une de ces thématiques-là. Exactement, ouais. En particulier. Quelle qu'elle soit, et ça peut être des sujets un petit peu plus nichés, ça peut être les montres de luxe, les œuvres d'art, les voitures de collection. Ça aussi, c'est des très bons leviers d'investissement. Chez nous, en Bourgogne, on peut investir dans la vigne, on peut investir dans des terres agricoles, dans des terrains forestiers. Et je pense qu'en fonction de nos plaisirs, de nos attraits, de notre vision globale de la vie, je suis sûr qu'il y a un levier d'investissement parmi tous ceux qu'on vient d'énumérer qui peuvent forcément plaire à quelqu'un et où il peut arriver à développer une expertise là-dedans et que ce soit une vraie aventure plaisante, on va dire. C'est super intéressant ce que tu viens de dire et ça me fait repenser à pas mal de choses. Un livre que j'ai lu et qui m'a fait justement une sorte un peu de déclic quand tu parles de se former. Yes. C'est de Robert T. Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, ou Père pauvre, Père riche. Père riche, Père pauvre. Père riche, Père pauvre, ouais.
Est-ce que toi, justement, tu as un livre ou quelqu'un que tu as connu sur YouTube ou justement une source d'infos qui t'a marqué et qui t'a fait un petit peu aussi ce déclic-là Ouais. et de vraiment t'intéresser et à te pencher sur un sujet en particulier, sur une thématique d'investissement parmi toutes celles Des qu'on a livres, énumérées. j'en aurais plein. Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Ouais, bien sûr. Robert Kiyosaki propose des super ouvrages également. Moi, je pense que la psychologie est super importante, donc des livres de Franck Nicolas, de Tony Robbins. D'accord. C'est des choses que moi, j'aime énormément regarder aussi. Et moi, je regarde beaucoup tout ce que les autres font sur YouTube. J'aime beaucoup Christopher Wangen, je trouve qu'il a un contenu super qualitatif. J'adore Yom Indezen, qui en plus est un ami, qui a un contenu très qualitatif. J'adore Oussama Hamar, j'adore David Laroche, j'adore Franck Nicolas. Et moi, je me nourris de tous ces mecs-là parce que je trouve que c'est des mecs qui ont énormément à apporter. Tout leur contenu est super qualitatif. Ils apportent de la valeur. Donc vraiment creuser dans un domaine qui vous est propre. Moi, je sais que c'est mes domaines dans lesquels j'aime bien creuser. Mais après, je pense qu'il y a plein de mecs et de nanas que je connais pas sur les réseaux sociaux. Et c'est en faisant des recherches aussi qu'on va développer de l'attrait pour quelque chose. Tu sais, au Monopoly, tu as toujours des joueurs qui veulent acheter les 4 gares. Ouais. T'en as qui veulent acheter que les cases bleues qui sont au tout départ. T'en as qui veulent acheter que les cases de luxe qui sont les meilleurs emplacements. Et je pense que chacun a un petit attrait différent pour tout ça. Ouais, donc ce serait peut-être même avant tout se connaître un petit peu soi-même et savoir vraiment qu'est-ce qui te fait un petit peu vibrer et quelle thématique Exact. pour laquelle tu as une affinité réelle et ce qui peut peut-être te permettre d'avoir une capacité de travail, etc. plus grande. Enfin, c'est vraiment un Exactement. effet peut-être boule de neige. Exactement. Moi, je suis à 300 000% d'accord avec ce que dit Idriss Aberkan, dont je suis vrai fan. C'est que la clé pour réussir professionnellement dans la vie aujourd'hui en 2023, c'est d'aimer son travail Être et d'être amoureux. passionné, amoureux de son travail et d'être passionné par ce qu'on fait. Et moi, je pense que ça. c'est la clé de la réussite générale d'un être humain aujourd'hui. C'est peu importe ce que vous avez envie de faire, personnel comme professionnel, mais faites-le avec passion et avec amour de votre discipline. Sachant qu'en plus maintenant, la quantité d'informations, ce qu'on disait tout à l'heure, elle est tellement disponible facilement et avant, enfin, l'ouverture que tu as au monde, que ce soit quelqu'un qui soit en fin fond de l'Inde ou du Pakistan ou une personne comme nous qui est en France, elle a accès à la même information quasiment. Ouais. Et après, je pense que ça va dépendre plutôt de ce qu'elle en fait. Je sais pas ce que toi t'en... Bien sûr. Et puis des possibilités. Parce qu'on ne va pas se mentir. Moi, je pense que la vie, elle n'est pas juste. Et j'en constate les injustices tous les jours dans le cadre de mes études de médecine. Bien sûr. Et évidemment, il n'y a pas d'égalité des chances entre un mec qui vit en fin fond du Burkina Faso et qui regarde YouTube sur un écran de téléphone tout pété où il y a à peine de son et où une banque, il ne sait même pas ce que c'est et où ses parents ne sont pas bancarisés. Évidemment, il n'a pas les mêmes chances qu'un enfant européen Évidemment, qui a grandi dans une famille en France, qui a eu accès à la santé, à l'éducation, et ce de manière quasi gratuite, même si oui, ses parents le payent dans ses charges. Encore une fois, on ne va pas revenir sur ce débat-là. Je veux dire, évidemment, c'est pas la même chose. Malgré tout, je trouve que YouTube est un outil qui restaure un petit peu cet équilibre-là, parce que tout le monde avec une connexion Internet, un ordinateur ou un téléphone a accès à ce savoir. Et je pense qu'aujourd'hui, le savoir a une vraie valeur. C'est, comme le dit encore une fois Idriss Aberkan, l'économie de la connaissance. Oui. Moi, je suis à 100% d'accord avec ça. Et puis le savoir, oui, ce qu'on dit souvent, je sais plus qui c'est qui avait dit ça, le savoir c'est le pouvoir en quelque sorte, et au-delà du pouvoir de gérer quelque chose, le pouvoir de pouvoir avoir un pouvoir sur soi-même, peut-être de justement s'extraire de sa condition initiale ou peut-être en faire quelque chose. Tout à fait. Et est-ce que je t'en ai pas, enfin, je voulais avoir ton avis sur l'intelligence artificielle. Ouais. Est-ce que toi, parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler et j'aime bien poser la question à plusieurs invités pour avoir plusieurs avis différents sur le sujet. Est-ce que toi tu l'utilises? Si oui, pourquoi? Et qu'est-ce que tu en penses de manière générale? Yes. Alors, je l'utilise au quotidien, notamment ChatGPT, Ok. ou l'intelligence artificielle de Bing aussi, donc maintenant est directement connectée, où tu peux Bard, rechercher des choses. Ouais, c'est ça. C'est Bard, ouais. il me Ouais, semble. Bard, je crois que c'est ça, ouais. Ouais. Moi, j'utilise ça au quotidien parce que je fais beaucoup de recherches dans le cadre de mon travail, de manière générale, que ce soit des études de marché sur l'immobilier, mais également pour aller rechercher des informations dans la littérature médicale, où ChatGPT est une grande aide par rapport à ça, parce qu'il permet de te lister les articles. Au lieu de tous se les coltiner sur PubMed, ça permet quand même d'être super efficace. Maintenant, l'avis que j'ai là-dessus, pour moi, il est biaisé, parce que moi, je vois des gens malheureux, malades, toute la journée, tous les jours. Donc moi, si demain, une intelligence artificielle, quelle qu'elle soit, elle peut permettre de mieux prendre en charge un cancer, de permettre à un enfant autiste de quand même réussir une vie professionnelle malgré ses difficultés.
Ben moi, je suis à 300% d'accord. Ouais. Mais je pense que je peux pas avoir un avis neutre parce que moi, je passe entre guillemets ma vie à avoir ces problèmes quotidiens-là. Donc, ce qui fait que pour moi, ça me fait pas peur l'intelligence artificielle. Pour moi, c'est une énorme opportunité. Et je pense que si ça permet aux êtres humains de moins travailler et de plus profiter, d'avoir une vie de famille, des loisirs, etc., et de plus se concentrer sur le pilotage et la créativité, bah moi, je trouve ça super. Évidemment, il faut que ce soit maîtrisé, il faut que ce soit cadré, et il ne faut pas que ça aille dans n'importe quelle mesure. Mais comme la religion, comme la sexualité, comme tout, tu vois, au final. Ouais. Donc voilà un peu l'avis que j'ai par rapport à ça. Et tu l'utilises quotidiennement pour, Ouais. y compris moi, que ce soit de la médecine, l'IMO, Ouais. les marchés financiers. Dès que j'ai la recherche d'infos à faire, moi je sais que je passe beaucoup par ChatGPT maintenant. Et tu l'utilises pour pour faire de la recherche ou plutôt pour avoir son avis sur un sujet? Comment est-ce que tu t'adresses à lui Les si on deux. veut rentrer un peu plus dans le détail? Alors je m'adresse à lui soit en lui me demandant de lister les publications concernant tel truc. Pour te prendre un exemple concret, moi chaque jour dans le cadre de mes stages, j'essaie d'avoir une pathologie que j'ai pris en charge, où j'ai su quoi faire, mais où je me suis pas senti ultra solide, et où j'essaie chaque jour de me faire un petit recap sur les contre-indications, les indications de tel ou tel traitement, où j'ai eu un médicament, j'ai vu que la contre-indication c'était ça, je me dis ah putain tel traitement, je me rappelle plus vraiment dans quel cadre il faut pas le donner. Alors maintenant, on a des intelligences artificielles dans les logiciels médicaux, donc ça a plus lieu d'être, mais ne serait-ce que par plaisir intellectuel. Et je sais que ChatGPT m'aide énormément par rapport à ça, où je vais demander, liste-moi les 10 derniers articles médicaux qui sont sortis sur les anti-TNF-alpha dans le cas de la greffe rénale. D'accord. C'est n'importe quoi, tu vois. Et ChatGPT va arriver à me lister ces infos-là. Ce ne sera pas toujours des informations médicales, mais en tout cas, c'est des bases sur lesquelles je peux aller chercher des informations médicales derrière. Et toi, tu vois un vrai gain de temps derrière là-dessus? Ah ben ça se compte en nombre d'heures. C'est vrai, ouais. En nombre d'heures, bah bien sûr. Parce que pour aller faire un petit travail bibliographique sur un traitement à donner ou pas donner dans le cadre d'une greffe de rein, par exemple, c'est vraiment des heures et des heures de travail bibliographique. En plus, c'est en anglais. Donc du coup, même si j'ai la chance de bien parler anglais et comprendre l'anglais, ben, je mets beaucoup plus de temps que si les articles étaient en français, factuellement. Donc ça me mâche le travail et ça m'amène une réponse à mon questionnement, en plus concise et synthétique. Oui, forcément. Ce qui est un énorme avantage. Et tu l'utilises et pour la médecine et un petit peu pour ce qui est l'aspect business aussi, que ce soit l'IMO, l'investissement ou... Ouais, tout à fait. Ou même des fois quand j'entends des statistiques ou quand je veux des points d'actualité sur une ville, ne serait-ce que de demander à ChatGPT, ok ChatGPT, quel est le pourcentage de foyers propriétaires de leur résidence principale à Dijon? Bah lui, il va tout de suite me sortir la stat. Moi, il faut que j'aille chercher sur l'INSEE, que je descende tout en bas de l'article, puis c'est pas la bonne stat, parce que la stat, elle date de 2019. Et moi, j'aimerais avoir celle de 2020, peut-être celle de 2018 pour voir l'évolution. ChatGPT va me sortir tout ça. Sauf que moi, de savoir quel est le pourcentage de gens qui achètent leur résidence principale dans une ville, c'est super pertinent. Parce que s'il y a beaucoup de propriétaires, potentiel locatif, pas terrible. S'il y a beaucoup de locataires, potentiel locatif, ultra intéressant. Et ça, c'est une information que je mettrais peut-être 30 minutes, 20 minutes à aller chercher sur Internet. ChatGPT me la sort en moins de 5 minutes. Donc multiplié par le nombre d'informations dont un entrepreneur a besoin au quotidien, c'est un énorme intérêt. Ouais, je pense que je pense qu'après le gros de l'intelligence artificielle, c'est peut-être aussi de savoir comment l'utiliser réellement, parce que j'entends beaucoup parler, je sais pas toi, mais de potentiellement, je sais pas moi, même mes parents, je l'ai utilisé, je vais poser une question comme ça marche pas, ou ouais, c'est pas fiable, etc. Qu'est-ce que t'en penses? Enfin, tu vois ce que je veux dire, je pense que ceux qui savent, c'est un peu comme Internet, parce que tout le monde utilise Internet, mais je pense que tu as une bonne partie de la population qui ne sait pas réellement s'en servir correctement. Bien sûr. Et l'intelligence artificielle, ça peut-être accentue aussi encore un peu cette... Bien sûr. Nous, c'est ce qu'on fait tous les jours. Hein. Je veux dire, moi, le nombre de fois par jour où un patient va me dire « Ah, je sais pas trop comment remplir tel certificat ou tel truc. » Et où je dis « Mais vous avez regardé sur Google ?» « Ah non. » Je dis « Mais vous n'avez pas pensé à taper sur Google à quel volet dois-je donner à mon employeur pour mon arrêt de travail ?» Et souvent, les gens, ils pensent pas. Alors qu'ils ont tous Google sur le dernier iPhone, l'iPhone 14 qu'ils ont dans leur poche. Et c'est une manière d'utiliser l'outil où moi j'ai appris à travailler comme ça au fur et à mesure de mes études parce que j'avais besoin en final d'avoir beaucoup d'informations. Et je pense que c'est pareil pour ChatGPT. Et moi je sais que je m'en sers plus pour la partie professionnelle. J'avoue qu'en termes de loisirs, ça m'excite pas forcément de faire des milliers de recherches sur ChatGPT pour apprendre tout et n'importe quoi, des trucs dont je n'ai pas forcément besoin. Donc, mais je pense que c'est quelque chose qui va se démocratiser de plus en plus et va être de plus en plus utilisé. Carrément. Je suis totalement d'accord avec toi.
Est-ce que quel type d'invité, si on peut finir sur ce mot de la fin justement sur l'IA, Yes. quel type d'invité t'aimerais voir justement dans le podcast sur des sujets similaires aux tiens ou sur des sujets justement que t'aimerais voir abordés Quel type d'invité j'aimerais voir? C'est une excellente question. Surtout qu'en plus, moi, même si je travaille du coup maintenant pas mal sur les réseaux sociaux, je suis peu, en fin de compte, je suis plus sur YouTube que sur Insta, etc. Il y a plein de mecs qui seraient super intéressants à avoir sur le podcast. Sans parler de quelqu'un en particulier, mais peut-être justement citer des gens particuliers ou un type de personne que t'aimerais voir. Moi, un truc qui m'intéresserait vraiment et où en ce moment je suis en train de creuser le sujet parce que c'est un sujet d'actualité pour moi, c'est d'avoir quelqu'un dont le métier, c'est de reprendre des entreprises en difficulté. Moi, je suis un fan invétéré de Bernard Tapie. J'ai lu tous ses bouquins, j'ai regardé toutes ses interviews. Je connais même ses interviews par cœur. Ok. Tellement je les ai pensées en large et en long, en large et en travers. Ok. Et du coup, c'est vrai qu'en ce moment, moi, j'aurais cette envie-là de pouvoir reprendre des entreprises qui vont pas très bien et de leur redonner une santé pour par la suite soit les garder en portefeuille, soit les revendre. Mais en tout cas, d'avoir ce challenge-là de je prends quelque chose qui va pas bien et via mes connaissances, via mon dynamisme et ma volonté de faire quelque chose, je l'amène à en transformer en une entreprise qui marche, qui retrouve du chiffre d'affaires, du bénéfice, tout ça. C'est un sujet qui m'intéresserait particulièrement. Sur la reprise d'entreprise. Sur la reprise d'entreprise. Je sais qu'il y a quelques gars sur YouTube qui font des vidéos là-dessus, mais qui sont pas très connus parce que c'est vraiment une toute petite niche. Mais je pourrais te donner les références si tu veux de certains dont je me rappelle plus des noms mais que j'ai sur ma chaîne d'abonnement YouTube et peut-être que ça pourrait être une bonne chose. Carrément, parce qu'on parle beaucoup d'entrepreneurs souvent qui créent, qui démarrent, etc. de toutes pièces et vraiment en partant de zéro ou d'une base, peu importe quelle elle soit, mais qui créent. Ouais. Mais le fait de reprendre, c'est vrai qu'on n'entend pas énormément parler. Moins. Alors que c'est peut-être plus facile, quelque part. Peut-être. Pour les gens qui manquent de créativité. Et qui n'ont pas ce côté invention, inventeur, et puis qui n'ont pas une idée qui n'a pas déjà été faite, parce que grosso modo, le but d'un entrepreneur, c'est de répondre à un besoin avec une idée. Sauf que moi, par exemple, je suis un super mec pour identifier les besoins et pour mettre en place une recette de cuisine. Par contre, tu me dis, j'aimerais un gâteau avec un peu de fraise, un peu de poire et sans crème. Inventer la recette, je sais pas du tout mon truc, je prends aucun plaisir à faire ça. Okay. Et c'est la même chose dans l'entrepreneuriat. Par contre, le fait de dire, il y a un modèle qui existe ici, il marche plus, on aimerait l'optimiser pour qu'il se mette à marcher. Dans l'exemple de reprendre une entreprise en difficulté et de la remettre sur des chapeaux de roue, ça c'est mon ultra kiff. Parce que du coup, faire les recherches, prendre un modèle, savoir tout ce qui a été fait depuis 100 ans dans ce modèle-là et appliquer à la perfection une recette de cuisine qui a déjà fait ses preuves, ça c'est mon dada. Et c'est peut-être pour ça que je fais de l'immobilier d'ailleurs. Ouais, c'est fort probable parce que du coup, tu aimerais faire sur plutôt une entreprise, des entreprises locales, une entreprise plutôt nationale ou sur quel genre plutôt locale, plutôt une taille d'entreprise déjà qui me permette d'aller vers une acquisition. Donc déjà pas une entreprise qui fait 3-4 millions d'euros de chiffre d'affaires parce que du coup ça va faire trop cher pour moi, surtout pour un premier projet comme celui-ci. Mais voilà, des projets j'en ai plein. Donc voilà, je suis même déjà pour tout te dire actuellement en train d'étudier plusieurs pistes pour reprendre différents business qui sont situés aux alentours de chez moi. Donc voilà, peut-être qu'on aura l'occasion de refaire un podcast pour en parler une fois que ce sera fait. Carrément. Mais plutôt une entreprise, on va dire, à taille humaine avec une dizaine de collaborateurs, 300, 500, allez, on va dire moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires et d'essayer de faire en sorte de la reprendre et de la développer au maximum. Et redynamiser un petit peu tout ça. Tout à fait. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de cette année et puis pour le futur qu'est-ce qu'on peut me souhaiter déjà que tout se passe bien pour l'accouchement de ma compagne. Tout à fait. C'est pour moi le plus important de loin. D'avoir une petite fille magnifique en pleine santé. Et puis par la suite, d'arriver à développer encore plus de projets. Peut-être pourquoi pas une reprise d'entreprise. Carrément. Et puis que tout continue d'aller bien comme c'est le cas actuellement. Écoute, je pense que c'est un bon mot de la fin. Merci Tim en tout cas. Merci à toi. De m'avoir reçu et puis d'avoir enregistré cet épisode, c'était super cool. N'hésitez pas du coup à suivre Timothée, on mettra tous les liens des réseaux sociaux, de sa chaîne YouTube, etc. dans la description. N'hésitez pas à liker le podcast et donc l'épisode sur toutes les plateformes de streaming, que ce soit YouTube, Spotify et tout ce qui s'ensuit. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Mindflow. C'était Valentin. Ciao, ciao. Ciao.